Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Merci d'être connectés pour ce webinaire sur les transferts en Occitanie. On attend quelques minutes le temps qu'il y ait du monde qui se connecte. On va commencer d'ici 2-3 minutes. Bonsoir à tous, on attend encore 2 petites minutes et puis on va commencer. Allez, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce webinaire sur les transferts en Occitanie, où on va un petit peu revoir les process et puis on va parler des problématiques de suractivité. Alors, je vais vous rappeler rapidement les modalités du webinaire. Donc, tous les micros et toutes les caméras sont inactivés par défaut. Si vous souhaitez poser des questions, il n'y a pas de problème en cliquant sur l'onglet questions-réponses et les questions seront abordées en fin de présentation.
Également, en fin de session, un questionnaire de satisfaction s'ouvrira avec une enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire. Et le webinaire sera également disponible en replay dans quelques jours sur le site internet du réseau de périnatalité ou sur la chaîne YouTube du réseau. Donc, je vais faire une présentation rapide des intervenants. Donc, le pôle transfert du RPO a organisé ce webinaire. Ce soir, il y a 3 intervenants du pôle transfert, Romain Clairvoy, Marjorie Botz et moi-même, Jessica Coconas. Ce webinaire a été fait avec la collaboration de Bruno Serre, qui est le chargé de communication du réseau de périnatalité Occitanie. Donc, voici le plan du webinaire. Dans un premier temps, on va revoir le process des transferts, des transferts in utero, transferts périnataux. Ensuite, on verra la suractivité en maternité où on va voir la définition. On va aborder quelques chiffres et puis ensuite, on verra les mécanismes de complexité. Et on abordera enfin un troisième point, les mécanismes de protection. Puis, il y aura un moment d'échange professionnel avec les questions-réponses à la fin. Alors, pourquoi un webinaire process transfert et suractivité aujourd'hui? Comme vous le savez tous et vous le subissez tous en ce moment, on sait que les maternités sont confrontées à des difficultés organisationnelles, soit avec des fermetures exceptionnelles de lits, voire même des fermetures exceptionnelles de structures, voire même des fermetures carrément de maternité, en lien avec des difficultés RH, que ce soit pour tous les professionnels de la périnatalité. Et il y a également un turnover assez important des équipes. On sait aussi que les transporteurs, les vecteurs sont en difficulté, que ce soit le SAMU ou les ambulances privées. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver un vecteur et dans les transferts in utero, ils font partie prenante de ces transferts. Et puis, on rentre aussi en période hivernale, tout d'abord avec les vacances de Noël. Toutes les épidémies diverses et variées et puis on sait aussi les pics d'activité qu'il y a pendant ces vacances. Donc en fait, ce contexte-là, on sait que dans ce contexte, le nombre de transferts pour suractivité augmente, mais également le nombre de transferts complexes augmente. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de revoir ensemble le process transfert. Donc dans un premier temps, et ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on verra la suractivité et les mécanismes de protection. Donc rapidement, l'équipe transfert du RPO, c'est une équipe de 6 sages-femmes qui sont basées soit à Montpellier, soit à Toulouse. On est joignable tous les jours, donc 7 jours sur 7, de 8h à 20h, sur un seul numéro, un numéro unique. Tous les appels entrants et appels sortants sont enregistrés. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on s'occupe? On répond en fait aux demandes de transfert maternel, anté, père et postpartum. On répond également aux demandes d'avis ou d'orientation pour des patientes parce que pour avoir soit un référent d'un type 3 ou alors une patiente que justement on souhaiterait orienter dans une maternité plus adaptée, qui ne nécessite pas de transfert urgent. Concernant la nuit, de 20h à 8h, les sages-femmes de l'équipe transfert ne sont pas disponibles. Cependant, vous avez la possibilité de joindre les 4 types 3 de la région Occitanie sur le même numéro. Là, vous tombez sur un répondeur interactif où donc vous pouvez joindre les 4 types 3 qui pourront vous orienter en fait en fonction du type de maternité dont la patiente a besoin. Également, tous les soirs, il y a la disponibilité des lits qui est envoyée par mail par l'équipe transfert aux 4 types 3 ou aux personnes qui le demandent avec le baromètre. On fait également un point téléphonique à 20h avec les 4 types 3 pour parler des éventuels transferts en cours ou des éventuelles difficultés qu'il y a sur le territoire. Et le matin, l'équipe qui prend le relais à 8h essaie de prendre la relève sur les transferts qui auraient pu se passer la nuit ou les demandes même si les transferts n'ont pas abouti.
Donc, c'est une demande qui est normalement formulée par le gynécologue obstétricien, puisqu'il y a une indication médicale. Donc, le médecin demandeur doit être sur site pour évaluer cliniquement la patiente et ensuite faire une demande de transfert s'il y a une indication de transfert. On a la possibilité de mettre en conférence téléphonique, si besoin, les différents interlocuteurs, donc l'obstétricien demandeur, l'obstétricien receveur, les transporteurs, mais également, ça peut être le cas des anesthésistes, voire même des pédiatres, si besoin. Finalement, quel est le rôle des sages-femmes du RPO? Ça va être de trouver une place adaptée pour la prise en charge maternelle et fétale sur le territoire, en Occitanie, voire même un peu plus loin au niveau national, si on se retrouve avec une problématique de place. Ensuite, tout ce qui est transmission, traçabilité, c'est bien sûr très important puisque la patiente doit consentir à son transfert, elle doit avoir eu avant une information éclairée. Donc pour ça, une fiche d'information et de consentement a été élaborée par le RPO, qui est disponible dans le classeur transfert. Cette fiche de consentement doit être signée par la patiente et doit suivre la patiente lors de son transfert. Également, on demande pour que les équipes receveuses puissent prendre en charge correctement la patiente, qu'une fiche de liaison soit remplie avec toute l'anamnèse, l'examen clinique du moment, l'examen clinique avant départ. Cela peut être assorti d'un courrier ou non, et bien sûr mais le dossier médical de la patiente. Et enfin, va se poser la question du choix du vecteur. Donc là, les sages-femmes du RPO peuvent aider au choix du vecteur. On a également en place, dans le classeur transfert, des algorithmes décisionnels qui nous permettent de choisir le vecteur en fonction de la pathologie, de la distance, mais également de l'état clinique de la patiente. Et en dernier point, c'est très important toujours de réévaluer la patiente juste au moment du départ. Voilà, c'était un petit point rapide sur le process transfert. Maintenant, on va aborder la suractivité. On va voir quelques données et puis la complexité des transferts en fait dans ces périodes de suractivité. Je laisse maintenant la parole à Romain. Bonsoir à tous. On espère que ces process transferts, vous les connaissez presque par cœur sur le bout des doigts. Et si vous ne les connaissez pas, en principe, il y a toujours un classeur qui traîne en salle d'accouchement, en grossesse patte, pour pouvoir vous guider. On a également une vidéo où on parlera des outils disponibles. Et donc, si ces process transferts ne sont pas clairs, sachez qu'on peut se déplacer et on peut rappuyer dessus. Là, on a essayé d'être assez rapide pour parler vraiment de la suractivité. Donc, la suractivité, on va vous présenter quelques chiffres. Merci. On revient juste à la définition de suractivité, ça paraît évident, mais c'est une activité supérieure à la normale. On sait que les établissements de santé sont proportionnés, sont en principe dimensionnés pour être capables d'accepter des pics d'activité avec des flux plutôt élevés ou des flux plutôt bas. En fait, en obstétrique, la suractivité, elle concerne deux secteurs principalement, les lits d'amont et les lits d'aval. Les lits d'amont, vous les connaissez bien, c'est les lits d'obstétrique, que ce soit la salle de naissance, la jachère ou la suite de couches. Et pour les lits d'aval, c'est les lits pédiatriques. Donc, c'est néonatologie, soins kangourous, soins intensifs et réanimation néonatale. On a également des lits de réanimation pédiatrique qui sont parfois mis à disposition, prêtés. Il y a des formes de flexibilité, d'adaptation au sein des établissements de type 3 pour que les lits de réa-PED deviennent des lits de réanimation néonatale. En tout cas, qu'on puisse s'occuper d'enfants nécessitant des soins de réanimation néonatale comme des extrêmes prématurés ou des hypoxies sévères. Par extension, la suractivité, ça devient un problème organisationnel. Donc, soit les lits sont bouchés, c'est-à-dire que la capacité est atteinte, soit il y a des lits qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas armés, par exemple par manque de ressources humaines, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices. Donc là, on passe sur des modes qu'on appelle dégradés, des modes adaptés, et puis on peut être aussi dans le cadre d'une fermeture de maternité complète, ce qui fait que la quantité de lits disponibles sur un territoire va être diminuée. Donc, il y a plusieurs types de suractivité et ça va vraiment être au cœur de comment on ajuste et quel mécanisme de protection on va pouvoir choisir en fonction de la suractivité ou des suractivités auxquelles on fait face. Quelques données 2022, ça c'est la ligne de base des demandes de transfert jusqu'à novembre inclus, il n'y a pas les chiffres de décembre. Vous voyez que
la partie des transferts in utero, les TIU représentent une part importante. Puis après, c'est la question des rapprochements mère-enfant, RME en bleu clair. On a également une notion de orientation, d'avis, et on assure le service aussi des retransferts, les retransferts in utero ou les retransferts du postpartum. Sachant que les patientes qui ont une hémorragie de délivrance ou une éclampsie du postpartum, une prééclampsie du postpartum, peuvent être transférées également, et on fait appel à notre équipe pour transférer ces patientes. On est habitué à avoir des mois avec des activités soutenues, les mois de juillet et d'août, les mois de décembre. Le mois de septembre, ce n'était pas habituel. En 2022, on était vraiment très étonnés de voir ce cas de figure arriver, et on n'a pas trop d'explications en termes d'épidémiologie, en termes de démographie. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un vrai pic d'activité. Et c'est un mois record pour l'année 2022, mais aussi sur les autres années passées. Ensuite, on va parler de la suractivité. Qu'est-ce que ça représente comme charge? Donc là, on vous a fait, on a fait apparaître que les transferts dont le motif était la suractivité. C'est-à-dire une patiente qui aurait pu accoucher à cet endroit-là, mais qu'on a décidé de transférer dans un autre établissement parce que l'établissement de base qui reçoit cette patiente n'est pas en mesure d'accueillir cette patiente. Donc là, pareil, on est de janvier à novembre 2022, et vous voyez que ça a augmenté petit à petit. Donc il y a toujours des pics d'activité que les établissements peuvent encaisser ou pas. Et là, août, septembre, octobre et novembre ont été des mois particulièrement difficiles. Et le mois de septembre, ça a été une grosse surprise. Donc, en moyenne, c'est un transfert sur 5 qui relève du motif de suractivité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et si on fait une comparaison avec 2021, là, vous allez voir, et encore, on n'est que sur 11 mois et pas sur 12 mois, mais on est déjà à plus 41% en un an. Alors, il y a un léger biais sur ça, c'est qu'en 2021, on savait que la suractivité, ça existait, mais on n'avait pas le focus et on n'avait pas une vision aussi précise qu'aujourd'hui. Et donc, en 2022, on a vraiment fait attention et on a corrigé ces cas avec le motif, c'est la suractivité et ce n'est pas simplement des difficultés organisationnelles. Donc, il nous semble qu'on va atteindre à peu près plus 50% sur la fin de l'année complète avec les données de décembre. Et ça, c'est quelque chose qui nous alerte. Alors, la suractivité, ça concerne qui? Ben, ça concerne tout le monde. Vous voyez là apparaître les types 1, les types 2, les types 3. Les types 3, ça représente en effet 72% des transferts depuis entre janvier et septembre 2022. Ce n'est pas anodin parce qu'en fait, les types 3, ils sont censés être là, disponibles pour accueillir les demandes de transfert urgents, c'est-à-dire tout ce qui est prématurité, pathologie médicale de la grossesse. Donc, si les types 3 ne sont pas en mesure d'accueillir les patients parce qu'il n'y a pas de lit en GHR, pas de lit en réanimation néonatale ou il n'y a pas de lit en salle de naissance, là, ça devient un problème qui concerne tout le monde. Et puis, la distinction public-privé, on a fait le rapport, ça touche également les établissements de type privé. Donc, les établissements de type privé ou PSPH nous contactent parce qu'ils ne sont pas en mesure d'accueillir les patients en sécurité dans leur salle de naissance ou d'accueillir des transferts. Donc, ça touche vraiment tout le monde. On est tous concernés par ce sujet et de plus en plus, comparé à 2021. Et les mois passés et la période hivernale, comme vous l'a dit Jessica, nous fait redouter le pire. Un petit focus sur le baromètre. On vous a parlé du baromètre dans les outils. Pardon. Le baromètre, qu'est-ce que c'est? On fait le tour des lits tous les jours. On appelle les maternités, donc les 40 maternités de la région. On appelle généralement entre 14h et 18h pour faire le point sur combien de lits disponibles il reste en maternité, en grossesse à haut risque et en réanimation néonatale, soins intensifs, néonatologie. Et on fait ce tour tous les jours. Parfois, on le fait plusieurs fois par jour quand on est sur des situations de tension. On se focalise ensuite sur les établissements de type 3. Il y a 4 établissements de type 3 sur la région, le CH de Perpignan, le CHU de Toulouse, le CHU de Nîmes, le CHU de Montpellier. Quand un établissement de type 3 n'est pas en mesure d'accueillir un transfert, c'est pour 2 raisons. Soit il n'y a pas de lit en GHR, soit il n'y a pas de lit en réanimation néonatale. Et on se concentre sur le lit de réanimation néonatale. À ce moment-là, si un établissement sur la région n'est pas en mesure d'accueillir le transfert, on passe en baromètre orange. Quand il y a 2 établissements sur 4 qui ne sont pas en mesure d'accueillir un transfert, on est sur un baromètre orange. Quand il ne reste qu'un seul établissement de type 3 en mesure d'accueillir un transfert, on est en baromètre rouge. Et quand aucun des établissements de type 3 est en mesure d'accueillir un transfert, on est sur un baromètre noir. Donc là, vous voyez, entre 2021 et 2022, le nombre de jours rouges et oranges a augmenté.
Il y a une légère différence sur 2021-2022, c'est qu'en 2021, on fonctionnait en 5 jours sur 7. Donc, les week-ends, on n'était pas en mesure de récupérer cette information. En 2022, on est en 7 jours sur 7. Et là, on voit qu'on a une meilleure visibilité aussi des zones de tension. Excusez-moi. OK. Maintenant, on va parler un peu de la complexité. La complexité, l'un des indicateurs principaux pour nous, c'est les événements indésirables associés aux soins, les événements, les dysfonctionnements qui ont un impact sur l'activité du soin et éventuellement même sur le patient et son intégrité physique ou la poursuite du traitement. Ça, ce sont des choses qui sont très protocolées. On peut signaler des événements indésirables en intra-établissement, mais aussi auprès de l'ARS et auprès du réseau. Donc ça, c'est l'un des indicateurs que l'on scrute, que l'on observe. Et on s'est rendu compte, en fait, si on passe, donc l'un des mécanismes de complexité concerne les patients pour lesquels il faut envoyer les patientes vers les types 3, donc une demande de transfert in utero type 3. Le schéma est un peu complexe, je vais prendre le temps de le détailler. On est dans une situation où il y a de l'urgence, et cette urgence, elle ne fait qu'augmenter. Parce que si vous ne prenez pas en charge cette patiente et si vous ne la transférez pas dans un type 3, la pathologie ne va pas s'arrêter d'elle-même. On peut parler d'une cholestase, on peut parler d'une menace d'accouchement prématuré, d'une prééclampsie, il va falloir intervenir. L'un des facteurs de complexité, c'est aussi le fait que ce soit une situation pluridisciplinaire. On doit contacter les obstétriciens, les pédiatres, mais parfois aussi les réanimateurs. Et puis quand il y a un manque de place, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant, ça ajoute la complexité. Et ces trois facteurs d'urgence, de pluridisciplinarité et de manque de place font que ça fait intervenir plusieurs intervenants, il peut y avoir plusieurs refus, ça augmente les délais et ça augmente les distances. Et au final, c'est une perte de chance pour la patiente. Donc ça, c'est dans le cadre d'une demande de transfert vers un type 3. Mais il peut y avoir l'autre situation de complexité, qui est une demande de transfert pour suractivité. Le type 3 est plein et il a besoin de transférer vers un type 1 ou vers un type 2. L'urgence, on va parler d'une patiente en début de travail notamment. Je ne peux pas prendre cette patiente en charge sur ma salle de naissance qui est pleine. Cette patiente, en début de travail, elle va continuer à se mettre en travail. On ne va pas faire une tocolyse à une dame à 41 semaines. Donc, cette urgence continue d'augmenter. Et il faut faire vite parce que cette patiente, si elle dépasse un certain stade de travail, on ne pourra plus la transférer. Donc, ce manque de place, cette urgence, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants, là aussi, on va contacter plusieurs maternités pour obtenir une place. Les multiples refus vont augmenter les délais et de nouveau, on est sur une situation de complexité avec un risque d'événement désirable qui augmente. Et donc ça, on traite avec ça tous les jours. Et les conséquences de cette complexité, les conséquences de cette suractivité sont multiples. Donc là, on va vous faire apparaître plusieurs mots-clés, des choses que l'on vit au quotidien, mais que vous vivez au quotidien et que vous nous rapportez. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de travailler sur ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à trouver une place à cette patiente? Il arrive qu'on la déplace à plus d'1 heure de route de son domicile. C'est un problème de lien avec sa famille, c'est un problème d'isolement parfois. Cette patiente, elle va arriver dans une maternité qui, la plupart du temps, est inconnue. Elle n'avait pas prévu d'accoucher sur ce lieu-là. Elle va se retrouver isolée. Elle va attendre. Les délais de transfert entre le moment où on identifie qu'il n'y a pas de place et qu'il faut envoyer cette patiente, ça peut être 2 heures, 3, 4, 5 heures parfois. Des situations sur lesquelles elle peut attendre sur un brancard. Ça augmente le stress. Vous savez que le stress en obstétrique, on n'aime pas trop ça pour les patientes. Et puis, comme les équipes sont en tension, que tout est agité, qu'on n'a pas de place, on n'a pas de temps. Et quand on n'a pas de temps, on manque de clarté et on manque de transparence et il y a un défaut d'information qui est donné à la patiente. Et puis un défaut d'information qui est donné aux praticiens, aux équipes qui vont recevoir cette patiente. Tout ça, ça induit l'incompréhension à plusieurs niveaux, entre les équipes de soins, mais aussi avec les patients. On continue, la charge mentale, elle ne fait qu'augmenter. Vous avez 2-3 patientes qui attendent sur des brancards que vous avez besoin de transférer. Vous ne pouvez pas juste dire, cette patiente, c'est bon, j'ai validé le transfert, les ambulances vont arriver, je ne m'en occupe plus. Non, elle est toujours sous votre responsabilité à ce moment-là. Le stress augmente encore. Et puis parfois, on n'a pas les mêmes dossiers. Entre un établissement qui a un dossier papier et l'autre qui a un dossier informatisé, est-ce que je vais réussir à transférer correctement les informations? Ce sont des patientes parfois qui arrivent et qui ne sont pas forcément bien cadrées. Donc les transmissions sont incomplètes parce qu'on n'a pas le temps de faire ce travail-là. L'évaluation de la patiente est incomplète, on va à l'urgence, c'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier que toutes les échographies sont présentes, que les bilans, que les PV sont faits. On a juste besoin de transférer cette dame, et vite. Et puis on arrive au moment où il n'y a pas d'ambulance. On a enfin trouvé une place pour cette dame, on appelle la société d'ambulance privée, et là, il n'y a pas de disponibilité. J'ai une ambulance pour vous, mais dans 3-4 heures.
pas possible. Ma patiente, elle est à 3 cm, je dois la transférer à 40 km de là. Je ne peux pas attendre. Tout ça, ça fait que augmenter le stress. Et puis, quand le stress augmente, l'agressivité augmente. Des complications médicales peuvent apparaître pour tout ce qu'on a cité. Là, on rentre dans le cadre d'un événement indésirable associé aux soins. C'est une patiente qu'on ne connaît pas très bien, qu'on n'a pas le temps de cadrer. Et puis, on va parfois rogner un petit peu sur la qualité du soin parce qu'on n'a pas le temps. On va essayer de prioriser au maximum. Ça peut entraîner des complications. Voilà, et une petite animation juste pour vous dire que le stress, le temps, l'horloge tourne et on n'arrive pas à trouver une place pour cette patiente. Donc ça, c'est ce qu'on observe au quotidien dans vos équipes, c'est ce que vous nous rapportez. On va essayer de vous parler maintenant des mécanismes de protection. Comment se protéger, comment essayer d'éviter ces situations-là. Je laisse la parole à Marjorie. Bonsoir à tous. Donc, on l'a vu, la suractivité, c'est un phénomène qui augmente, c'est un phénomène qui nous concerne tous, c'est un phénomène qui est stressant pour les patientes et qui est stressant pour les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on peut distinguer 2 cas de figure. On a la suractivité classique, c'est-à-dire j'ai plus de lit de GHR, j'ai plus de lit d'hospitalisation. Et qu'est-ce que vous faites finalement? Ce sont des choses que vous faites tous les jours. Vous organisez quoi? Des sorties. Vous organisez des HAD pour les GHR, c'est une des possibilités. Certains établissements ont aussi facilement et très facilement recours à l'hôtel hospitalier pour pouvoir aussi maximiser ces sorties. Sur les suites de naissance, il y a la possibilité de faire des sorties précoces quand c'est envisageable. Donc, vous faites tout ce que vous pouvez faire pour maximiser les sorties. C'est déjà ce que vous faites au quotidien. Le retransfert, voire le transfert in utero de patientes éligibles est aussi quelque chose qui peut être fait, particulièrement pour les types 3 ou les types 2. Plus on l'inscrit dans un parcours de soins, c'est-à-dire j'ai une patiente qui était suivie en type 2, qui à un moment donné présente une pathologie qui justifie une expertise de type 2 ou de type 3, elle est finalement confiée à cet établissement le temps 2, et puis elle ne nécessite plus ce niveau de prise en charge, on peut la retransférer, soit dans son établissement d'origine, soit dans un autre établissement du niveau adapté à son âge gestationnel et au poids de la naissance. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très régulièrement, très facilement, et plus on le fait en routine, et plus les liens de confiance se créent, tant pour les patientes que pour les professionnels, et plus c'est facilitant. Madame, finalement, aujourd'hui, vous ne justifiez plus d'un niveau d'expertise en type 3 ou en type 2. Vous avez perdu les os, vous êtes à 36 semaines maintenant. Je vous renvoie sur votre type 1. Vous allez pouvoir accoucher. Finalement, quand on reçoit au niveau de la cellule de transfert des demandes de transfert in utero dans ce contexte-là de suractivité, on va aider tout d'abord se mettre à disposition du type 3 pour aider au retransfert en interne. Et puis, si on a des demandes de transfert d'autres établissements, type 2, type 3, on va se rapprocher d'eux, essayer de transférer sur le niveau adapté à l'âge et à l'estimation de poids. On ne va pas aller solliciter du type 3 si la patiente nécessite du type 2, c'est assez évident. On a aussi, et on l'utilise malheureusement de plus en plus fréquemment, une procédure de transfert complexe. On est en ce moment en situation très compliquée, notamment sur les lits de réanimation néonatale. Sur les patientes qui relèvent du type 3, on va être amené à solliciter 1, 2, 3 établissements. Au bout d'un moment, quand personne ne peut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ce moment-là, quand vraiment on a présenté la patiente à 3 types 3 différents, qu'on a essuyé 3 refus, on revient vers le type 3 de référence du territoire et on se pose ensemble avec l'obstétricien, demandeur et le receveur potentiel, les pédiatres si nécessaire et les transporteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'indication de transfert est liée? Oui, elle y est. OK. Est-ce qu'on peut temporiser? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on l'accepte en plus, même si on n'a pas de place de réa, même si on n'a pas de place de maternité, et parfois, malheureusement, la patiente va rester aux urgences, rester en salle de réveil, c'est des choses qui arrivent, ou est-ce qu'on la transfère hors région parce qu'on peut se le permettre? À ce moment-là, est-ce que le SAMU peut venir? Donc, on se pose vraiment tous ensemble pour décider ensemble de la meilleure conduite à tenir pour la patiente, celle en tout cas qui ne lui fera pas perdre de chance. Et c'est ce que je vous disais juste en dessous, on temporise ce qui n'est pas urgent et évidemment, on priorise. On va considérer les choses différemment chez une patiente qui a 24 semaines, chez une patiente qui a 34 semaines. Et évidemment, c'est évident, ça ne sera pas les mêmes discussions et ça ne sera pas les mêmes décisions. Et puis,
on négocie aussi beaucoup avec les transporteurs parce qu'effectivement, on se retrouve des fois à faire des transferts très lointains, des patientes qu'on envoie à plus de 3 heures de route, ça arrive. Et derrière, effectivement, on va aller mobiliser un SAMU, 2 SAMU, voire 3 SAMU, dont un hélico. C'est des choses qui se font maintenant régulièrement. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment la semaine dernière. En parallèle, cette suractivité classique, malheureusement, elle touche beaucoup les lits d'aval, c'est-à-dire les lits de réanimation néonatale, de néonates et de soins intensifs. Concrètement, je pense qu'on peut vraiment saluer le travail de nos pédiatres qui font un boulot énorme, ils en parleraient bien mieux que nous, pour essayer effectivement de fluidifier tous ces transferts néonataux et toutes ces places néonatales. Ils ont, ce que disait Romain tout à l'heure, cette capacité à faire des balances des fois entre les lits de soins intensifs et les lits de réanimation. Ils ont énormément de retransferts entre eux au niveau sur les types adaptés. Dès qu'un enfant attend un terme et un poids adapté, hop, ils font les retransferts néonataux également. Et puis, dans l'acceptation des transferts in utero, ils ont vraiment cette capacité à dire « Ok, j'ai pas de place, mais je la prends quand même. Il y a une indication pédiatrique d'une prise en charge. Là, on va aller rapidement, on va faire en sorte qu'il y ait une place, on va se débrouiller. S'il n'y a pas de place, mais que c'est une patiente non pédiatrique ou quelque chose de, je ne sais pas moi, une MAP qui n'est pas si menaçante que ça, mais qui quand même justifie d'être transférée, ok, il n'y a pas de place, on la prend. Donc vraiment, je voudrais saluer au quotidien le travail de nos pédiatres qui se décarcassent pour trouver des solutions dans des situations qui sont complexes. Et on travaille effectivement énormément en collaboration avec le SMUR pédiatrique, l'ensemble des structures, l'ensemble des néonates. Et effectivement, on fait également des retransferts vers des établissements intra et même hors région. Ça arrive très régulièrement pour essayer d'être facilitant. Dans les périodes de tension comme en ce moment, on fait un point des lits hors région pour tout ce qui est département limitrophe, Cahors-Limoges, Pau, Tarbes, Marseille-Nîmes. Voilà, ça c'est aussi important pour que, évidemment, l'obstétrique, elle ne s'arrête pas non plus aux frontières de l'Occitanie. Et si on peut se donner des coups de main, ça va dans les deux sens, bien sûr, on le fait. La suractivité aiguë maintenant, alors là, c'est la crise. Je n'ai plus une seule place en salle de naissance. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette patiente qui arrive là, maintenant, tout de suite? Là, on est dans une situation aiguë. L'objectif, ça va être de ne pas engorger sa salle de naissance et de pouvoir continuer à accueillir des patients en sécurité. Le mot-clé, dans ce cas-là, c'est l'anticipation. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si vous décidez que là, maintenant, tout de suite, vous transférez, vous allez pouvoir transférer quoi? Une patiente sur 3, une patiente sur 4? Parce que certaines vont refuser, certaines ne seront pas transférables parce que vous aurez des contre-indications, elles seront en travail trop avancé ou ce sera des dossiers trop complexes ou alors des prises en charge sociales qui ont besoin d'une continuité. Voilà, des profils de patientes que de toute façon on ne pourra pas transférer. Là aussi, évidemment, ce que vous faites au quotidien, vous limitez vos entrées, ça c'est toutes vos marges de manœuvre en interne. Vous rediscutez les indications de déclenchement, de césarienne, c'est des choses qui peuvent se voir, on repousse. Finalement, le déclenchement pour macrosomie, on peut peut-être le décaler un petit peu, celui pour terme, on voit. Et puis, un des axes importants aussi est de prévenir le SAMU. Pourquoi? Parce que le SAMU, notamment pour tout ce qui est gros établissements hospitaliers, je pense aux gros CHU, va facilement quand même envoyer une patiente enceinte, on ne sait pas où elle est suivie forcément, vite, on choisit, des fois ça arrive, la facilité, on l'envoie au CHU et puis on verra. Bon, là, si le SAMU est alerté, il va peut-être pouvoir, en tout cas, se poser la question de, attends, est-ce que je l'amène là? Est-ce que je ne peux pas l'amener là plus tôt? Ah, finalement, elle est suivie là, hop, on dévie un peu le SAMU. Et puis aussi, si plus tard, vous avez besoin de solliciter des transports, si le SAMU est déjà en alerte et sait que vous êtes en difficulté, il sera aussi plus réactif peut-être. Donc, vraiment, une des clés, c'est l'anticipation et vous allez lister vos patientes éligibles finalement au transfert in utero. La patiente éligible au transfert in utero dans un contexte de suractivité, ça va être quoi? Ça va être les patientes qu'il va falloir garder, hospitaliser et déclencher, mais pas forcément de façon urgente à la minute, une rupture, une grossesse prolongée, voilà, ce genre de patiente-là.
Ça va être donc plutôt des patientes que vous allez pouvoir transférer, mais qui vont nécessiter d'être déclenchées. Vous allez avoir aussi des patientes en début de travail, avant 4 cm, en tout cas. Après 4 cm, on ne les transférera plus. Mais avant 4 cm, en limitrophe, en proximité, on peut tout à fait discuter un transfert in utero. Exceptionnellement, on peut transférer des accouchés. C'est quelque chose qui se fait peu et de moins en moins. C'est quelque chose qui est complexe pour les structures receveuses. Mais je le mentionne quand même parce qu'on a des demandes. Et en tout cas, nous, notre rôle au RPO, c'est de recevoir ces demandes. Donc finalement, nous, le RPO, dans ce contexte-là, on sait que la maternité est en suractivité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire le point des lits en proximité, tout d'abord. Alors, pas seulement les lits de suite de naissance. Là, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir s'il y a des possibilités de prendre en place des patientes qui sont en travail, s'il y a des possibilités de prendre en place des patientes qui vont être déclenchées ou éventuellement des accouchées. Hop, 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 on va faire le point des structures de proximité et on va rappeler avec cet état des lieux. Et nous, très rapidement, comme ça, on saura où ça passe et où on peut envoyer des patientes et où ce n'est pas la peine parce que non, eux, ils sont en difficulté aussi, le bloc est plein, ils ne pourront pas recevoir. On priorise effectivement les demandes des vecteurs auprès des SAMU. On peut aider auprès des SAMU. On n'a pas, par contre, nous, d'action auprès des transporteurs privés. Je vous fais ici un petit retour d'expérience d'un des CHU qui est de la région, qui a été confronté à des problématiques de délai sur des vecteurs comme ça. J'ai commandé l'ambulance, la patiente, elle a rompu. Je l'envoie dans la structure qui est à 2 km et ça me prend 4 heures. En fait, tout simplement, l'UA de la salle de naissance de ce CHU-là n'était pas identifié prioritaire. Et du coup, le transport des patientes qui étaient envoyées depuis cette UA-là, la salle de naissance, va passer après tous les autres transferts urgents. Là, en l'occurrence, l'établissement a fait identifier cette UA-là, ce qui permet que, comme les urgences, la salle de naissance soit un service prioritaire. Attention, il y a une suractivité, j'ai besoin d'une ambulance, et ça va beaucoup plus fluide et ça fluidifie. C'est tout bête, mais c'est peut-être des choses qui, des fois, peuvent servir et peuvent être partagées et servir à d'autres établissements. Ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, ce profil de patiente-là, on va essayer un maximum de la transférer en proximité, si possible intramuros, parce que évidemment, on ne va pas pouvoir les envoyer à 2 heures de route, ça va être compliqué. Et les gros points de vigilance sur ce type de transfert-là pour suractivité, ça va être tout d'abord la réévaluation. Finalement, tout est cadré, j'ai la place, etc., etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle peut encore y aller? Est-ce que je n'ai pas d'anomalie de rythme? Est-ce qu'elle n'est pas à plus de 4 cm? Alors, si tout est bon, c'est bon. Mais ça a l'air de rien et c'est important. Mais quand on a vraiment la tête dans le guidon et qu'il y a des patients de partout, c'est vraiment important de pouvoir se dire « Ah, attends, le transfert était validé, mais est-ce que là, maintenant, tout de suite, où elle part, c'est encore bon? Oui, c'est encore bon, elle y va. Non, c'est plus possible, on arrête. » Et puis, évidemment, le consentement de la patiente, il est important aussi. Je le mentionne, pourquoi? Parce que finalement, nous, à la base, notre cœur de métier sur les transferts in utero, ça va être l'indication médicale. Madame, on vous transfère pour une MAP, pour une rupture, un précoce. Votre enfant risque d'avoir besoin d'une néonate. Vous serez mieux sur ce type-là. Là, vous avez un bénéfice médical au transfert et une acceptabilité qui est quand même très bonne des patientes. C'est quand même très rare, nous en tout cas, qu'on ait des patientes qui refusent un transfert quand elles ont une pathologie. Par contre, dans le cadre de la suractivité, les patientes, finalement, elles n'ont pas de bénéfices médicaux. Elles ont un bénéfice en termes de prise en charge, de confort de prise en charge. Et effectivement, nous, derrière, on voit bien les impacts en termes de disponibilité de la salle, de sécurité, tout bêtement de prise en charge de sa douleur, etc. etc. Mais l'acceptabilité est quand même un peu moins bonne. La patiente, elle était en confiance avec vous, elle vous a vu toute la grossesse. Là, elle arrive, mince quoi, elle n'a pas envie d'être transférée. Donc voilà, le consentement, il est quand même important. Il est même essentiel. Et les transferts postnataux sont exceptionnels et sont difficiles maintenant. On a quand même des sollicitations pour cela, tout simplement parce que c'est compliqué et pour les patientes et pour les équipes receveuses de prendre des accouchés. Ce n'est pas valorisé non plus hein, comme activité. Et puis, on a aussi des problématiques de vecteurs pour ces transferts-là. On transfère la mère et le bébé.
Donc finalement, ma phase aiguë est passée. Qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, en général, sur le jour de la phase aiguë, la première chose qu'on fait, c'est se pencher sur demain. OK, finalement, aujourd'hui, on a transféré un peu, mais c'est passé. Sur le très court terme, est-ce que demain, ça passe? Combien j'ai de déclenchement? Combien j'ai de césarienne? Voilà. Quelques actions qui sont possibles à moyen et à long terme. Il y a certains établissements l'ont mis en place. L'information systématique des patientes du risque de transfert, c'est des choses qui peuvent se faire. Finalement, la patiente, quand elle arrive à la maternité, qu'il a suivi toute sa grossesse, si elle a été informée en amont de la possibilité inhérente à l'obstétrique que le jour où elle arrive, on ne puisse pas l'accueillir et qu'on l'emmène ou qu'on l'envoie dans un endroit où la prise en charge sera d'aussi bonne qualité et adaptée à son risque, elle le prendra mieux si elle a l'information en amont, ça c'est sûr. On peut aussi, et ça s'est fait notamment sur l'été, sur certains secteurs, décider d'orienter des patientes à bas risque au 3e trimestre. Finalement, on va avoir, certains endroits vont avoir des flux de patientes sur l'été, notamment des patientes qui arrivent avec, voilà, il y a la côte, etc. On vient en vacances, hop, on se présente. Bon, finalement, non, madame, vous allez pouvoir être orientée là. On peut les orienter à froid et pas en aigu. Et puis, certains établissements ont mis en place des commissions d'inscription. Alors, c'est des choses qui peuvent être un peu surprenantes de premier abord. Se dire, mince, particulièrement sur tout ce qui est hôpitaux publics, se dire, je suis obligée de limiter les inscriptions des patientes qui veulent accoucher dans ma maternité. Mais c'est des choses qui peuvent bien marcher et parfois être nécessaires et même primordial pour le fonctionnement d'un établissement en sécurité. Et si les professionnels sont en sécurité, évidemment, les patientes sont en sécurité. Voilà, quelques outils à partager avec vous. Une boîte à outils. On a fait une vidéo sur l'organisation des transferts in utero qui rappelle tout simplement les process. On l'avait fait avant l'été pour que ce soit accessible, notamment pour les jeunes diplômés, pour qu'elles sachent, tac, 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 finalement, un transfert, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas toujours évident quand on sort de l'école. Le classeur des transferts, vous le connaissez, il est disponible à ce lien-là, il reprend l'ensemble de nos procédures. On a aussi réactualisé le mémo des transferts, ça c'est notre annuaire de toutes les maternités et évidemment, comme on est confronté à ces problèmes de suractivité maintenant dans la nouvelle version du mémo, vous avez aussi tous les numéros des types 1. La carte des maternités en Occitanie. Le lien ORU, là, c'est la disponibilité des lits. Donc, vous avez tous les jours la disponibilité des lits de suite de couches, grossesse à risque, réanimation néonatale et néonate. Ça peut être précieux quand vous avez besoin d'orienter et de savoir où il y a de la place rapidement. Le lien vers la déclaration des événements indésirables auprès du réseau. Et puis, on vous mettra également en lien, malheureusement, le lien vers la procédure de fermeture complexe de maternité, qui est des choses que nous, on rencontre maintenant de façon un peu trop fréquente. Et puis, la procédure de transfert complexe dont je vous ai parlé précédemment. On va maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions. Ok, merci Marjorie. Donc tout à l'heure, Dr Bousquet avait levé la main. Je vais vous donner la parole, Dr Bousquet, si vous voulez intervenir et poser votre question ou on t'entend. Ouais. Ouais. Bon, c'était un essai, excuse-moi, mais tout est parfait pour moi, j'ai pas de questions particulières. D'accord, très bien. Merci. Okay. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main ou poser la question directement sur le petit chat. Si vous levez la main, je vous donnerai la parole. Pour lever la main, je crois qu'il faut aller dans l'une des barres que vous avez, ou en haut ou en bas, ça dépend de comment vous vous êtes connecté. Il y avoir des réactions. On est conscient que c'est un moment difficile, que la fin de l'année s'approche et que vous avez peut-être des problèmes d'effectifs pour combler vos plannings. On sait qu'il y a la fermeture de la maternité de Ganges qui va impacter plusieurs acteurs autour. Donc, on sait que la période est tendue. Et c'est pour anticiper cela et pour que les process transferts soient connus de tout le monde et pour que
nous, nos visages vous soient connus, vous soient familiers aussi, pour que les communications soient le plus fluides possible. Notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner au maximum et d'avoir des patientes en sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc, on est là à votre disposition. Alors, c'est Benjamin Coppel qui nous dit pas mal de refus de patientes quand on leur propose un transfert pour manque de place. Est-ce qu'il y a des éléments de langage à proposer, des retours d'expérience positifs de maternité qui transfèrent beaucoup? Bonne question. Marjorie, si tu es dispo, tu peux aussi répondre. Et si certains des acteurs ici ont déjà un bon taux d'acceptation de ces transferts-là, je sais qu'il y a des établissements qui sont plus concernés que d'autres pour transférer des personnes pour suractivité, n'hésitez pas à commenter. Les éléments de langage qu'on a, c'est globalement, il faut bien prévenir la patiente de pourquoi elle doit partir et que c'est pas pour une raison médicale, mais une raison organisationnelle, et qu'il y a des maternités autour qui seront en mesure d'accepter cette patiente et qui auront du temps à donner à cette patiente. Vous, si vous êtes en suractivité et que cette patiente, elle va squatter sur un brancard pendant une douzaine d'heures, c'est pas la mettre en sécurité, elle, ni son enfant, et c'est pas mettre en sécurité les équipes qui vont s'occuper d'elle. Donc c'est ça, à mon avis, les arguments que vous pouvez utiliser. Marjorie, est-ce que tu veux compléter ? Oui, juste peut-être je suis d'accord avec ce que tu as dit, Romain, peut-être compléter en disant que le travail en fait collaboratif entre les différentes maternités, il se fait et il se fait quotidiennement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit je pense au type 3, type 1, type 2, mais que ce soit un transfert in utero sur une pathologie avec ces liens-là, et puis au contraire sur la suractivité. Donc finalement, si la patiente, elle sent qu'on a le lien, on peut la rassurer en lui disant « mais oui, vous inquiétez pas, vous serez accueillis par l'équipe, on les connaît, on a l'habitude de travailler avec eux, vous serez bien pris en charge, vous n'avez pas finalement de bénéfices à accoucher chez nous par rapport à votre situation médicale ». Bon, ce n'est pas très satisfaisant pour eux parce que, encore une fois, on est dans un lien de confiance dans le suivi de la grossesse, mais vraiment les rassurer en leur disant « on les connaît bien, on a l'habitude de travailler avec eux, vous allez voir, ça va bien se passer ». Voilà, je pense que ça peut être aussi rassurant. C'est vrai que c'est un moment de tension pour ces patientes-là. Donc voilà, juste moi, je pense que argumenter sur ce travail de réseau qui finalement se fait quotidiennement et sur ces liens qu'on a avec ces maternités-là, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires ? Ou finalement d'autres sujets auxquels on n'aurait pas répondu sur notre présentation, n'hésitez pas non plus. Eliane Delon, qui est sage-femme coordinatrice en GHR au CHU de Toulouse. Eliane, tu as la parole. Oui, pardon, excusez-moi. On t'entend. On dire d'une part sur ce que disait Marjo, effectivement, on n'avait pas de commission d'inscription au début quand on a ouvert la maternité à Pas-de-Villiers. Et on était en situation très, très compliquée, dangereuse, très rapidement. Et la commission d'inscription nous a permis les premières années, on faisait 50 à 60 transferts pour des pics d'activité, et ce qui a permis effectivement de diminuer de manière considérable les transferts. Sur le consentement au transfert dans la suractivité, on n'a pas énormément de refus. On essaie effectivement de le faire jamais, il y a toujours une situation d'urgence, mais surtout d'anticiper. Et nous, dans notre fonctionnement, on a un petit peu l'habitude de tous les jours de regérer l'activité au vu du capacitaire. C'est effectivement tous les jours, tous les matins, l'évaluation des lits, et en fonction de l'occupation, des déclenchements à venir, des sorties qui s'annoncent, et ça c'est fait très rapidement le matin, on met effectivement en parallèle l'activité que l'on a à venir et ce qu'on pourra absorber. Ce qui permet à chaque niveau, que ce soit en grossesse ou en suite de couche, d'informer les équipes médicales aussi très rapidement pour trouver des solutions chaque fois qu'on peut les trouver, retransférer, temporiser des déclenchements, les décaler. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour ne pas se retrouver en situation de blocage le moins souvent possible. Comme tout le monde, ça existe, ça arrive. Et ensuite, sur le type 3,
On est vigilant tous les jours quand même à faire le point des patients qui ne sont pas suivis chez nous, qui ne relèvent plus d'un type 3, pour pouvoir accueillir au contraire la pathologie de type 3. Voilà, ça c'est la règle, c'est un peu la règle de base. Effectivement, quand elles sont retransférables, c'est une discussion qu'on a avec les patientes et on essaie de retransférer pour prendre les patientes au bon endroit. Un transfert pour suractivité, oui, effectivement, c'est un échec parce que la patiente, c'est stressant pour les équipes, pour tout le monde, et dangereux. Et surtout, le type 3, on a eu l'habitude de fonctionner comme ça aussi parce qu'on était central type 3 sur l'ex-région Midi-Pyrénées et on était obligé de jongler parce qu'on n'avait pas de type 3 à proximité. Donc, effectivement, c'est une gymnastique qu'on utilise depuis toujours. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses dans notre expérience, mais c'est tout à fait ce qu'a dit Marjo à la fois des activités et des transferts, etc. Voilà. C'est juste un petit partage d'expérience. Et Eliane, qui fait le point des lits le matin? Est-ce que c'est une personne qui centralise ce qui se passe sur tous les services? Qui prend cette responsabilité-là? En fait, dans notre organisation, ce qu'on fait, en fait, moi, j'arrive très tôt. Donc, on n'a pas de bed manager identifié. On l'a eu à une époque, mais bon, c'est vrai que c'est assez chronophage. Ce qui est la plus-value aussi, c'est que chacun, quand on connaît ce qu'on a dans notre secteur, les possibilités qu'on a, et on est en lien direct avec les équipes médicales. Du coup, moi, c'est vrai, c'est moi, j'arrive très tôt. Donc, je fais le tour de tous les secteurs et on affiche, et on a un tableau, c'est Marjo qui l'avait fait d'ailleurs, un joli tableau de gestion des lignes. Et c'est là que chacun regarde, et effectivement, c'est là qu'on voit et on donne l'alerte. Si on voit qu'on a, j'interviens 9 déclenchements en cours, 8 patients en travail au bloc, et qu'on n'a plus de lignes, et qu'on a une dizaine de sorties annoncées, là, on se réunit tous et on fait le point et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà comment on fait, en gros. Super. Et l'après-midi, chacun fait le ménage dans son secteur et on remet en commun. Après, quand ça roule, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça permet la première évaluation précoce de l'ensemble des secteurs et surtout au même moment de voir l'activité en cours, à venir et éventuellement de prendre d'anticiper, quoi. Voilà. Après, dans les transferts sur activité, soit on atteint la difficulté, c'est choisir le bon moment parce que forcément, des fois on transfère et puis on se rend compte après le lendemain matin que finalement, ça s'est calmé par les urgences, on n'a pas eu d'afflux et finalement on passait à plus d'afflux. Après, c'est difficile quand on a toutes les salles occupées et qu'on ne peut plus absorber, qu'on est obligé d'absorber parce qu'on ne peut pas les transférer. Donc, en fait, on cible plutôt les déclenchements, des choses qui sont à froid, pas dans l'urgence, pour essayer d'être un peu aussi bienveillant pour les patients, pour pouvoir leur expliquer. Voilà. Voilà. Juste un petit Merci, partage. Eliane. C'est un super partage. En espérant que ça puisse aider les autres établissements qui se trouvent dans ces situations-là et qui ont, à mon avis, des marches à gravir et qui ne sont pas forcément simples à faire. Après, c'est vrai que c'est, je crois, en fait, en gros, c'est pas quand on y est dans la suractivité, les décisions sont beaucoup plus difficiles à prendre. C'est pour ça qu'on fait en amont plutôt l'évaluation de l'activité et voir comment on passe. Et idem pour les petits, la néonate, etc. Quand il y a des décisions, au staff, on décide, non, là c'est plein, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le différer, est-ce que, voilà. Voilà comment on fait nous ici. Très bien. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? On rappelle que le RPO est disponible de 8h à 20h, 7 jours sur 7 pour répondre à ces questions.
et qu'on essaye une fois par an de programmer une visite pour venir vous voir, pour vous présenter vos chiffres spécifiques, vos données d'activité, mais également s'il y a des besoins auprès de vos cadres, auprès de vos sages-femmes, de vos médecins, pour qu'on se déplace et qu'on renforce quelques messages, notamment sur la suractivité, on se rendra disponible dans la mesure du possible. On sait que pour certains d'entre vous, c'est la période de la certification, donc vous avez pas mal de travail. Voilà, n'hésitez pas à nous en faire la demande. S'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas obligé de tenir l'espace pour 1 heure. Si nous, on a fini notre côté. Marjorie, est-ce que tu voyais d'autres choses à ajouter? Peut-être juste petit, c'est un peu complémentaire, mais dire que le réseau est en train de faire un travail sur les orientations des patientes, en fait, un peu un travail donc c'est le pôle gestion des risques plutôt, ou parcours qui s'occupe de ça. Parcours, c'est pour par maternité, en fait, faire le point des patientes qui peuvent être acceptées. Je vais prendre 2 exemples tout bêtes, mais une patiente qui a une obésité, vers quelle structure est-ce qu'elle peut être orientée pour accoucher, à partir de quel IMC elle est susceptible d'être reçue dans tel ou tel établissement. Et puis, en complément aussi, on a des établissements qui ont des très, très beaux plateaux techniques, parfois de type 1 notamment. Donc, c'est un peu tout ce travail de recensement finalement des forces, des possibilités qu'il y a dans chaque établissement qui peut nous aider, nous, derrière, à être plus pertinent sur une patiente qu'on cherche à orienter pour un accouchement, des fois de façon un peu non aiguë, entre guillemets, en dehors des transferts, plutôt une patiente voilà, qui va se présenter en cours de grossesse, ou également pour nous au moment des transferts, je pense notamment de temps en temps à des types 1 qui peuvent être en difficulté sur des grippes ou des patientes qui nécessitent des fois des soins continus, etc. etc. Bah, des fois, elles n'ont pas forcément besoin d'un type 3. Hein. Le type 1 à côté, il a une réa, enfin voilà, il a tout ce qu'il faut. Donc finalement, compléter cette cartographie et cette connaissance des établissements de façon un peu plus fine au-delà de la maternité et de la néonate, c'est aussi aidant pour nous. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait par le RPO à l'échelle de la région en allant à la rencontre des établissements. Voilà. Très bien, on vous remercie pour votre présence et n'hésitez pas à diffuser ce lien, le lien du replay qui vous sera envoyé auprès de vos équipes. Quand on va clôturer ce webinaire, il va y avoir un petit sondage, un petit questionnaire de satisfaction. Merci de prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à vous et merci pour votre présence. Au revoir tout le monde. Au revoir.